m'appelle Hélène Laurenceau et vous écoutez Diade Podcast, un podcast qui parle de notre rapport au travail. Dans ce nouvel épisode, vous allez découvrir le portrait de Julien, artiste sculpteur. Il a fait son entrée dans la vie professionnelle en faisant des saisons comme barman, puis il a travaillé à la plonge, fait un détour par les métiers du bâtiment et du nautisme, avant de se retrouver un peu par hasard à bricoler dans son atelier. Et de bricole en bricole, cet autodidacte a fini par créer son propre univers, fait de métal et de soudure. Aujourd'hui, de nombreuses œuvres nées sous ses mains ont vu le jour et il a réussi à faire de sa passion son métier, même si le statut d'artiste reste parfois encore un peu difficile à assumer. Bonne écoute! Julien Vrignot, ferronnier d'art, artiste sculpteur, voilà, plusieurs casquettes pour un seul homme. J'étais parti sur de la cuisine, j'ai fait d'ailleurs mes études dans la cuisine. J'ai fait un CAP BEP et une année de bac, et j'ai quitté l'école parce que c'était pas trop mon truc. Quand j'étais petit, j'aimais bien cuisiner, j'étais un peu avec ma mère, voilà, j'aimais bien couper des trucs, des légumes et machin. Depuis tout petit, je disais que je voulais être cuisinier, donc naturellement, je suis allé vers ces études-là. Et puis après, j'ai découvert le bar, et là, ça a été plutôt une révélation, donc j'ai plutôt arrêté la cuisine et j'ai fait plus du bar. J'ai commencé par les saisons, sur les Sables d'Olonne surtout. Puis après, j'ai fait d'autres boulots entre-temps, parce que les saisons, j'ai jamais vraiment quitté la Vendée, donc les saisons d'été, simplement. Donc j'ai fait d'autres boulots annexes. Puis je suis rentré à l'hôpital de La Roche, j'avais 19 ans, j'étais à la plonge. Donc voilà, c'était un boulot alimentaire, quoi. Donc ça payait les frais, ça a payé ma première voiture, ça a payé pas mal de trucs. Et puis j'ai fait ça pendant 5 ans. J'en ai eu bien marre, parce que c'était pas pour moi, hein, simplement. Il y a qui ça convient, moi non. Donc je suis reparti dans les saisons. Voilà. Et puis après les saisons, ça ne suffisait pas. Enfin, il fallait que je trouve du boulot, donc j'ai cherché du travail. Et puis un ami m'a proposé de bosser avec lui en couverture. Donc j'avais jamais touché une tuile de ma vie et je suis parti en couverture. Puis ça m'a bien plu, au final c'était ça sympa. Il y avait une bonne ambiance, il y avait une bonne équipe. Donc je suis resté 1 an et demi. Puis après c'était un peu dur. Quand même, on va pas se mentir, le bâtiment, c'est vraiment quelque chose de dur. Il faut vraiment être ou passionné ou fou pour rester là-dedans. Et puis après, je m'étais passionné pour les bateaux. En voyant ça en vacances, les bateaux, j'ai dit, je vais les vendre. Bon, j'ai passé le concours pour être pour une école pour apprendre à vendre des bateaux. Donc je me suis mis dans le lexique du nautisme. J'ai passé le concours pour rentrer dans l'école, j'ai été pris. Et puis finalement, c'était un peu trop loin, c'était à Saint-Nazaire. Ça faisait 1h30 de route le matin, 1 le soir. Donc c'était un peu trop loin. J'ai dit, si je ne peux pas les vendre, je vais les fabriquer. Donc je suis rentré chez Beneteau jusqu'en 2009, avec la crise et tout ça. Donc j'étais très bien là-bas, j'étais bien. Je suis rentré la nuit au démoulage et j'ai fini en réparateur. Je réparais les moules pour la conception. C'était un bon délire, c'était sympa. Il y avait une bonne équipe, c'était sympa. Donc 2009, la crise. Donc je suis parti. Et puis, qu'est-ce que je fais? Donc, je cherchais du boulot. Et puis, j'ai trouvé, sur des saisons, encore une fois, j'étais gérant salarié sur un camping, enfin, sur un restaurant qui dépendait d'un camping. Voilà. Et puis, j'ai fait 2 saisons, et ça s'est arrêté là. Comme la décoration du restaurant était à moi, j'avais tout mis dans un garage, et il fallait que je m'occupe. Donc, j'ai commencé à bricoler, à réparer, à faire du homestaging, à faire du upcycling d'objets. Et puis, comme je ne sais pas forcément dire non, les gens me disaient, tu pourrais me faire ça? Oui, bien sûr, je vais faire ça, puis ci, puis ça, puis à force à mesure. J'ai commencé à aimer ça. Et entre-temps, j'ai retrouvé un boulot dans un bar, mais je faisais toujours mon bricolage, entre guillemets, à côté. Puis finalement, d'un passe-temps, c'est devenu un vrai hobby, et d'un hobby, un petit plus. Et après, petit à petit, ça a mangé beaucoup de place, quoi. Jusqu'en 2000... je ne sais plus les dates exactement, mais 2013, je crois, ou 2014. Ça a duré quand même 3 ou 4 ans où j'avais les deux quand même. Mais c'est que l'atelier prenait de plus en plus de place. Donc, c'était un bar de nuit, donc j'avais des horaires qui étaient plutôt cool, donc je pouvais bosser la journée et le soir bosser au bar. Donc c'était plutôt bien pour le coup. Voilà. Dès l'instant où je pense qu'on vit les choses, où on les fait avec passion, on n'a pas spécialement l'impression de travailler. C'est une phrase un peu tiroir, mais effectivement, quand on vit le truc avec l'envie et la passion, on n'a pas l'impression d'être au travail, quoi. On peut faire des journées de 10-12 heures, on n'a rien vu, quoi, parce qu'on est dedans et on vit le truc à fond. J'ai arrêté le bar, je faisais des verrières, vraiment, là, je m'étais consacré à la ferronnerie. Donc verrières, tables, mobilier plutôt. Pour les amis, c'était plutôt bien vu, hein, la famille, plus compliqué parce que
la génération de nos parents, moi j'ai 43 ans, donc la génération de nos parents est une génération qui était plus fallait trouver quelque chose de rassurant. Donc un poste en CDI, dans une boîte, bien trouver le truc pour être bien calé, surtout on en vendait, donc très terrien, un peu terre à terre, quoi. Donc c'était un peu difficile à accepter. Déjà, de fait d'être barman, c'était pour eux pas vraiment un métier. Et là après, quand je me suis lancé, c'était compliqué. Voilà, donc, mais au fur et à mesure, ils ont vu que j'ai persisté et ils ont eu peur, hein, c'est normal, c'était des craintes, finalement, des craintes de parents, ce qui peut s'entendre, hein. Mais j'ai rien lâché, quoi. Et ils se sont rendus compte que finalement, ça fonctionnait, quoi. Et donc à ce moment-là, tu te considères comme bricoleur, comme ferronnier, comment tu... Plutôt démerdard, trouve tout, quoi. Ouais, bricoleur, quoi, sans vraiment mettre de mots. Et après, c'est là où on m'a dit que c'était de la ferronnerie d'art, donc du coup, j'ai commencé à faire de la ferronnerie d'art. Le statut d'artiste, il arrivait bien plus tard et je l'ai pas accepté dès le départ. C'était un peu compliqué. Donc ça a été long, le cheminement pour se considérer comme artiste. Maintenant, c'est fait et encore, il y a toujours entre guillemets, syndrome de l'imposteur, comme on dit. Voilà. Je montre aux gens, tu fais quoi dans la vie? Je suis artiste sculpteur, je montre. Puis, waouh, c'est super, c'est excellent, mais ça va peser lourd, machin. Et souvent, la deuxième question, ou même parfois la première, mais tu as envie? Ça, c'est oui, j'ai envie. Et ça, c'est vraiment ma chance. Mais c'est difficile de faire comprendre qu'on peut en vivre. Parce que artiste, c'est pas un métier où on se dit qu'on peut en vivre, quoi. Alors que, si, mais en se bougeant un peu quand même. Au départ, oui, effectivement, tu te valorises pas trop parce que tu sais pas où te positionner. Et puis c'est au fur et à mesure que tu fais, tu vois ce qui se fait dans la concurrence, tu vois les prix qui sont pratiqués parfois, tu te dis, je peux peut-être gratter un billet quand même. Donc tu commences comme ça, quoi. Et après, quand c'est une vraie commande, pour le coup, il faut valoriser. Parce que sinon, c'est se dévaloriser soi-même si on ne demande pas d'argent, je pense. Parce que tout travail mérite salaire. Mais au-delà de ça, toute création, on y met un bout de nous à chaque fois. Donc ça mérite quand même d'être un peu monnayé, quoi. Puis moi, c'est très simple, hein. Les devis, ça va vite, hein. C'est chien, 2,50 m, c'est rapide. Ça n'a pas été compliqué pour toi de fixer des tarifs, justement d'évaluer ce travail Ça, c'est un peu compliqué, ça. Ça, c'est un peu compliqué. Mais faut pas. Souvent, quand on n'est pas assez cher, dans l'art, si on n'est pas assez cher, c'est que c'est pas assez bien. Parfois. Je dis pas tout le temps, hein. Mais moi, comme je le dis, c'est mon métier, c'est mon gagne-pain, c'est ce qui me fait manger. Donc, chaque heure que je vais travailler dans l'atelier, il va falloir que je la facture. Donc, je fais grosso modo en fonction du volume de la pièce, en fonction du temps passé. Après, sur des petites pièces, je passe autant de temps que sur des énormes. Alors donc, mais on ne peut pas faire le même prix. Donc, ouais. C'est parfois hyper compliqué de trouver le juste milieu dans son échelle de prix. Et d'élaborer un tarif sur une pièce, c'est un peu compliqué. Et en 2018, un ami qui travaille à la mairie m'a dit il y a le Tour de France qui passe, qui part de La Roche-sur-Yon. Est-ce que tu ne ferais pas une sculpture pour le départ? J'ai dit écoute, j'ai jamais fait, pourquoi pas? Donc c'est avec un ami, Cyril Jourdain, on a fait le premier dessin. Et c'est parti comme ça. Quand ça me plaît pas, je dis non, clairement. Quand je me lance, par contre, je me lance à corps et à cri, quoi. J'y mets mon trip, j'y mets mon âme, quoi. Là, c'était une belle sculpture. En plus, elle est sur la route de Saint-Florent-des-Bois. Elle est encore là. Bon, elle a mal vieilli, pour le coup, mais elle va être refaite, je pense. En fait, je savais pas comment faire. J'avais clairement pas le matériel pour ça. Mais là, pour le coup, c'était monnayé, quoi. Donc, il y avait un vrai devis, une vraie facture après. Donc, ça m'a permis d'acheter mon premier matériel, premier vrai poste à souder. Donc, c'est comme ça que ça fait. Mais en fait, je dis oui et je réfléchis après comment je vais faire. Voilà. D'accord, et ça fonctionne. Je fais en sorte que ça fonctionne, ouais. Il y a quelques ratés quand même, mais je fais en sorte que ça fonctionne. Full autodidacte. Quand j'ai commencé à souder avec ce nouveau poste, là, moi, je l'ai pris, je l'ai démarré, et c'était parti. Et je soudais, voilà, Et un jour, il y a un copain qui est passé par là, avec un ami à lui, qui est soudeur. Il m'a dit, mais non, faut que tu règles comme ça, comme ça. C'était la révélation. Il m'a montré comment faire. Mais en fait, parce que j'ai voulu me démarrer tout seul, là, pour le coup, j'aurais dû prendre quelques conseils. Ça m'aurait évité quand même quelques déboires et quelques ratés. Mais au final, oui, c'est toujours été toujours tout seul, quoi. Et après, il y a eu un appel d'offres pour une girafe dans un multi-accueil.
Et puis, il y avait un appel d'offres, il fallait faire une girafe. Moi, je n'avais pas le matériel à l'époque pour faire des arrondis, des courbes et tout ça. Donc, j'ai dit, je vais faire en origami. C'est plus simple. On prend 2 morceaux, on les soude et ça fait une forme. Et ça a commencé comme ça. Voilà. Et puis, je me suis pris de passion pour mes animaux. Et puis, de fil en aiguille, voilà. Donc, la ferronnerie a laissé place plus le côté artiste. Et maintenant, c'est principalement, c'est 98% des sculptures. Mais la girafe a été vraiment le pied à l'étrier dans le monde, dans ce monde-là, quoi, dans ce que je fais maintenant, quoi. Vraiment, c'est devenu ma signature. Voilà. C'était l'origami, c'était pour moi une simplicité parce que j'avais pas le matériel pour. Donc finalement, d'un problème, j'en ai fait une force. C'était en 2019. Il y a encore des gens qui m'en parlent, qui me disent j'ai vu votre girafe, mon fils est là-bas ou ma fille est là-bas. C'est assez rigolo, c'est plaisant en fait parce que apparemment les enfants aiment bien parce qu'elle est immense, elle fait plus de 3 mètres de haut. Donc forcément, ça fait un sacré monument par rapport à un enfant. Pour le projet, il fallait faire des dessins, il fallait faire des projections, il fallait envoyer... moi, je dessine comme un pied, mais vraiment, je suis un enfant. Et donc, j'ai pas envoyé de dessin, j'ai envoyé un texte en expliquant ce que j'allais faire, avec une planche ambiance, avec l'idée, ce que j'allais donner. Et c'est tout. Et même pas de projection, quoi. Donc rien. Et il fallait y croire. Comme beaucoup de projets où, comme les gens me demandent un dessin et comme je dessine pas bien, faut y croire. Voilà. Quand vraiment quand on m'a demandé, il y a parfois où j'ai fait des guitares pour un magasin de fringues, il m'a dit ouais, en vrai c'est très bien, mais quand tu nous as fait le dessin, on avait très peur. Donc voilà, c'est toujours compliqué pour moi le dessin et de la projection pour le client parce que le client a besoin de voir et de savoir ce qu'il va avoir. Donc là, il faut se fier à ce que je lui dis. Je m'éclatais beaucoup plus. Par exemple, faire une verrière, ça doit rentrer dans un châssis, dans une fenêtre, dans un cadre, dans un truc. Et c'est presque au millimètre, quoi. Donc j'en avais marre de me galérer parce que j'ai pas les outils nécessaires et suffisants pour vraiment être au carré, au droit. Il y a des collègues qui font ça merveilleusement. Il y a des gens qui sont très très doués avec ça. Moi, j'ai pas cette patience-là et chercher le cordeau au cordeau, tu vois, c'est pas mon truc. Moi, j'ai plutôt le côté artistique parce que finalement, quand je propose un chien ou une girafe, si je dis qu'elle va faire 2 mètres, si elle fait 2 mètres 5, le client ne va pas m'en vouloir. Et si, au contraire, si elle fait un peu moins, ce qu'ils veulent, c'est un chien. Point. Donc, il y a moins de contraintes là-dessus. C'est plus libre, quoi, en tout cas. J'ai cette chance-là, quand on me voit quelque part, on se souvient. Donc, puis j'enfonce des portes, en vrai. Parce que les gens n'ont pas besoin d'une sculpture. Mais moi, je leur donne l'envie de la voir, en tout cas. Parce que faut y aller. Je leur propose des trucs, des idées. Je leur dis, putain, ça serait vachement bien, là. Ça serait super, un truc là. Imaginez un truc comme ça. Ah ouais, c'est pas idiot. Voilà. J'ai l'avantage d'avoir un bon réseau aussi. Donc, du coup, qui m'emmène dans pas mal d'endroits un peu cool. Et puis, voilà, quoi. Après... je lâche rien. Une fois que j'ai le pied dans la porte, voilà, j'enfonce vraiment les portes. Parce que si on attend qu'on nous ouvre les portes, il n'y a pas grand-chose qui se crée. Donc voilà. J'étais barman, donc quelque part le côté un peu théâtral et discussion et social, je l'avais. Et j'ai toujours aimé ça, discuter avec les gens, échanger, partager. Ça m'a toujours plu. Et à côté de ça, j'ai développé ce côté un peu ours, d'être dans mon atelier et à pas y bouger des fois. Je me suis surpris à être parfois presque 3 jours dans l'atelier sans y bouger presque, parce que j'y dormais, j'y mangeais, j'y faisais tout, quoi. Donc ça m'est arrivé de faire 3 jours sans débloquer la porte, parce que je suis dans mon élément. Après, à un moment donné, il faut quand même que je sorte pour sortir. J'ai besoin de ces deux-là. Les deux me vont très bien et j'ai besoin des 2 aspects. Tous les projets, je les ai portés à bras-le-corps, et même ceux qui étaient un peu redondants, ceux qui étaient... Quand un client fait appel à moi, il a un projet, il a une idée. Même si le projet me parle moins, j'essaie d'aiguiller le client sur quelque chose qui va nous plaire à tous les deux. C'est-à-dire que c'est un compromis entre ce qu'il veut vraiment, qui ne m'emballe pas trop, et un truc où je partirai en live et on arrive à trouver un compromis. Donc généralement, j'y mets mon cœur, j'y mets mon truc, quoi. Si je le fais, c'est que j'en ai vraiment envie. Et j'ai cette capacité à travailler vite et à travailler vite. Certains diront mal, mais moi je travaille. Donc j'arrive à sortir des projets assez rapidement. Donc c'est cette force-là que j'ai. C'est-à-dire que je peux aller bosser dans la rapidité. Comme je suis seul, si je dois faire des horaires à gogo, je peux faire des horaires à gogo. Quand il y a des employés, c'est plus compliqué. Je suis encore mieux dans l'urgence. Dans l'urgence, c'est là où l'être humain est capable de folie quand on est dans l'urgence. Parce
parce qu'on se sort les doigts et parce que vraiment on trouve des solutions. Quand on est acculé, on trouve des solutions incroyables. Voilà. Alors que quand on a le temps, parfois j'ai des projets où je sais que j'ai le temps. Je laisse courir, ouais, je viendrai. Puis après, je me dis, mais c'est dans 15 jours en vrai. Et donc là, il faut que je m'active. Et puis au final, ça passe. Ça passe. J'avais pas envie de m'enfermer dans une case, de me dire qu'on se dise, bah lui, il fait que ça. Donc c'est pour ça que j'ai créé mes êtres. C'est des petits personnages, en fait, non genrés, sans forme, sans rien. Ils sont asexués et c'est juste des êtres, en fait. C'est l'être humain en lui-même. C'est juste un être. Et ces petits bonhommes-là, je leur fais faire un peu tout ce que je veux. C'est l'avantage. Donc j'ai commencé à en mettre un peu partout. Finalement, on m'a dit, ah, c'est pas mal et tout. Est-ce que tu pourrais m'en mettre un là? Bah oui, du coup, je fais. Et finalement, c'est un truc que j'ai créé moi. Et donc, c'est des trucs que j'ai vraiment créés juste pour moi, juste par plaisir, pour un délire qui finalement, j'ai réussi à les replacer à droite à gauche. Le fait est que moi, je ne suis pas sorti d'une école d'art, du tout. Et dans l'art, on est souvent mis au banc comment dirais-je, des faussaires quand on n'est pas sorti d'école d'art. C'est-à-dire que par rapport à des galeristes, j'ai été souvent confronté à des galeristes qui m'ont bien fait comprendre que je n'étais pas assez artiste. Par exemple, moi, quand je fais un oiseau, je fais un oiseau. Et sauf qu'il faut dire, mais pourquoi tu fais un oiseau? Donc, il faut trouver des textes et des trucs pour vendre et pour trouver une imagerie. Non, moi, j'ai juste envie que les gens trouvent ça beau et pas besoin d'avoir un truc où on se met la tête en branle pour pas grand-chose, parfois. Il y a des œuvres parfois qui sont un peu compliquées, il faut les expliquer parce qu'il y a un message et tout ça. J'en ai fait quelques-unes où il y avait un vrai message. Mais parfois, juste un bonhomme qui tend la main avec le cœur, c'est un bonhomme qui donne de l'amour ou tout comme ça. Donc là, j'ai été confronté parfois, souvent à ça, avec les galeristes, qui m'ont donné du fil à retordre. Donc j'arrête de travailler avec des galeristes, c'est pas mon truc. Et puis il y a aussi le regard des gens. J'ai eu souvent ce syndrome de l'imposteur. Et il y a une dame qui m'a dit un jour, qui me faisait des éloges, enfin, qui était super cool et gentille comme tout, la dame. Elle me dit, mais c'est super et tout ça. J'ai dit, vous savez, madame, je ne suis pas très à l'aise avec tout ça. J'ai dit, parce que j'ai plutôt le syndrome de l'imposteur, parce que je ne suis pas sorti d'école d'art. Elle me dit, mais vous savez, qui est l'imposteur? Celui qui est allé à l'école pour l'apprendre, l'art, pour apprendre l'art, ou alors vous, qui finalement, l'art vous parle et vous fait vivre. Et effectivement, alors je ne dénigre pas, il y a des gens qui sont vraiment des artistes qui vont dans les écoles d'art, parce que c'est des artistes dingues. Mais effectivement, quand l'art nous parle et qu'on le vit et on en vit, je pense que c'est encore plus gratifiant. Et le syndrome de l'imposteur tend à partir un peu. Mais il y a encore, on prend quand même quelques claques parfois. Je pense que la reconnaissance des gens et des clients, elle est aussi bien. Parce qu'être reconnu par ses pairs en tant qu'artiste dans une galerie ou dans un musée, oui, effectivement, mais sur le coup, je ne vais pas en vivre. Moi, c'est mon gagne-pain, clairement. Donc, j'ai besoin de la reconnaissance des clients. Il faut que les gens aient envie de posséder mes œuvres, qu'ils aient envie de l'exposer chez eux. Et pas que ce soit dans une galerie ou dans un musée. Un musée serait génial, ce serait une reconnaissance terrible parce que c'est de manière pérenne et ça reste toute la vie. Il y a des artistes qui sont très bankable, qui n'ont pas de place dans les musées. Et c'est là où vraiment il y a un travail à faire là-dessus. Bon, bref, ça c'est un autre débat. Moi, que mes clients soient contents, ça me va. Et que les gens qui viennent chez mes clients et qui trouvent ça beau, c'est très bien. Il y a des gens qui avaient critiqué. J'ai eu 2-3 critiques sur ce que je faisais. C'est normal. Des gens qui avaient dit c'est moche. Quand j'avais fait une exposition au sable, là, j'avais mes personnages qui s'échappaient de balcon. Les gens ont dit c'est moche. Et je dis non, je ne dis pas que c'est moche, si simplement ça vous plaît pas, c'est tout. Moi, il y a des choses que je trouve pas ouf, mais je le dis pas. Je dis juste, mais déjà, si vous êtes arrêté 2 minutes pour les regarder, j'ai déjà gagné. Parce que je suis plutôt actif sur les réseaux sociaux, donc j'ai toujours un peu de vidéos, des making-of, de ce que je fais, parce que j'essaie de tourner ça un peu à l'humour, de montrer que c'est rigolo, et voilà. Donc, c'est les métiers qu'il faudrait un peu plus mettre en avant. Souvent, la soudure, je sais que dans la soudure, ils recherchent, c'est des métiers qui sont très recherchés, et c'est des métiers qui ne sont pas valorisés. Alors que, franchement, un soudeur, c'est loin d'être con, et il faut avoir de la jugeote, et il faut savoir travailler aussi, il faut être malin. C'est pas des métiers valorisés. À l'école, on ne va pas te dire, tu vas faire soudeur. C'est malheureusement des gens qui sont comme la cuisine, comme j'ai été cuisinier, ou même dans le bâtiment.
C'est les métiers, t'es pas bon à l'école, tu vas faire cuistot, ou tu vas faire serveur, ou tu vas faire maçon. Alors que non, c'est des métiers où il faut un cerveau, il faut être branché, il faut être câblé. Jamais de la vie, à l'école, on nous a dit, bah, tu vas faire soudeur, il faudrait faire soudeur. On nous a jamais proposé ça, quoi. C'est des métiers. Si votre père est soudeur, vous faites soudeur, ou alors visitez une entreprise. Voilà. Donc je pense qu'il faudrait réussir à valoriser ces métiers-là. Parfois, c'était un peu dur, hein. Il y a pas... Des fois, tu sais un peu les fesses, hein. Ça passe, oui, d'accord, ça va passer. Donc, bon, bah, tu fais des petits trucs, tu fais des petites ventes, tu fais des petits. Voilà, mais globalement, j'ai cette chance-là. Je joue à peau de singe, c'est toujours passé. Je crois que je pourrais le faire pendant longtemps si je me renouvelle. C'est-à-dire, comme là, j'ai fait les animaux, là, j'ai fait mes êtres. Je ne dis pas que j'explorerai pas la peinture ou d'autres trucs. Pour pas être catalogué déjà. Et puis, sortir de ce que je fais, parce que sinon, ça devient une routine, et la routine, c'est jamais très bon. Donc, j'ai pas envie de rester dans cette routine-là, mais je me vois bien encore faire ça dans mon atelier, expérimenter des trucs. Voilà, c'est répondre à une demande, répondre à des trucs. Ça. Je me vois bien le faire encore. Je me plais dans ce que je fais, donc je ne me vois pas l'arrêter. Il y a eu une période là où j'ai fait un très gros client, où c'était très long, et ça m'a fait perdre un peu foi, parce que c'était long et rébarbatif. Pourtant, la pièce était belle, les pièces étaient belles, et le rendu est magnifique, et le client est satisfait. Mais sur l'action en elle-même, une pièce ça allait, c'est que j'en avais 14 à faire, et c'était très très long. C'est de la série, quoi. Et c'est pas mon truc. Déjà, quand j'en fais 2 ou 3, c'est long. Là, 14, c'était très très long. Donc ça m'a fait perdre un peu. Sur la fin, j'en avais vraiment marre. Mais une fois que c'était fini, peint et posé, là, c'était super, et ça m'a redonné foi encore. Ça m'a remis un coup de boost. Quand on est à son compte, je crois qu'on n'est jamais au repos. Pas souvent, en tout cas. On a toujours une petite part, on y pense, on machin. C'est normal, hein. Je pense que c'est vraiment normal. Mais j'essaie de couper quand même, au maximum. Mais c'est pas gagné, hein. C'est toujours un peu compliqué. Parce que c'est notre bébé, quoi. Parce que c'est notre, on le vit, quoi. On le vit vraiment. C'est pas une activité salariée où quand on débauche, on n'a plus les contraintes. Nous, en tout cas, moi, j'ai la contrainte de me dire, il faut que je démarche quand même, parce qu'il me faut des sous quand même. Moi, j'aime bien avoir une visibilité sur 5-6 mois d'avance, quoi, pour être tranquille. Donc, faut rien lâcher. Rien lâcher. En plus, avant, alors moi, depuis peu, c'est plus le cas, mais avant, je vivais dans l'atelier. Donc, c'était un peu compliqué. Un peu compliqué parce que tu es tout le temps là. Tu es tout le temps là. Même le dimanche, tu te dis, bon, ouais, tu devrais aller travailler plutôt que de glander dans ton canapé. Là, ça sera plus utile. Parce que tu dis, bah, faut que ça rapporte, quoi. J'ai pas envie non plus de courir après l'argent. Ça nous fait vivre, c'est sûr. Mais j'ai pas envie que ce soit non plus la motivation première. J'ai envie que ce soit une notion de plaisir, quoi. C'est pour ça que les chantiers, quand on me fait une commande, j'essaie de l'amener sur ce que j'aime, pour prendre du plaisir à faire une pièce qu'on m'a commandée. J'ai des amis artistes qui refusent les commandes. C'est-à-dire qu'ils ne font que des pièces qu'ils ont décidées. Ce qui est totalement... C'est un parti pris, hein. Moi, j'accepte les commandes, mais j'essaye d'en retirer quelque chose qui me fait plaisir. J'aime bien, moi, c'est ma petite thérapie parfois. J'arrive à l'atelier, parce que maintenant, comme j'habite plus ici, j'arrive le matin, j'allume la lumière, je dis bonjour à tous ceux qui sont là, à tous mes êtres. Quand j'arrive, c'est ça, je dis bonjour tout le monde. Bon, il n'y a personne, hein, mais je sais pas, c'est mon truc. Et je mets ma musique et c'est parti. Et c'est mon moment, quoi. Surtout quand je suis sur un nouveau projet qui est plaisant, et j'ai plaisir à venir. Encore plus maintenant où j'ai dissocié mon habitation et mon travail. Parce que j'ai plaisir à embaucher et plaisir à retourner chez moi le soir. C'est plutôt... on a la simplicité d'associer les deux au départ, je pense, qui est potentiellement une erreur. Parce qu'on en fait trop et on peut vite se dégoûter du métier, par exemple en ne coupant pas. Donc ça, c'est un peu le piège. Parce que financièrement, ouais, au départ, on n'a pas le choix. Et donc on se dit, bon, faire ci, faire ça. On reste dans le même. Mais il faut quand même bien couper les deux, je pense. Je me laisse porter. Après, des sculptures très grosses, ça me plairait aussi. J'ai plein d'idées de sculptures un peu énormes, mais j'en fais quoi? Je ne vais pas les laisser sur mon terrain. Bon, c'est un peu le problème, ça, c'est... On en fait quoi? Donc j'ai une idée parfois et j'essaie de trouver le client. Ça, j'essaie de trouver le bon endroit.
Donc, soit des festivals, soit des collectivités, des trucs comme ça. Mais ça, c'est pas évident. Alors, bon. Mais j'ai pas de projet comme ça qui me motive à fond de me dire c'est mon but. Non, tout est plutôt motivant. Si vous avez aimé, partagez, commentez, mettez des étoiles. Et si vous aussi, vous avez envie de raconter votre parcours et le lien que vous avez avec votre métier, écrivez-moi à diad.podcast@gmail.com. À très vite!